C'était un mercredi. Le coup de mou du milieu de semaine, rien de spécial. Une soirée banale et silencieuse à la maison le genre où le calme s'installe comme un vieux labrador couché à tes pieds. Le dîner était fini, la vaisselle empilée dans l'évier, le lave-vaisselle ronronnait doucement en fond. J'étais en train de siroter une lèvre blonde bien fraîche, une de ces journées où tu rêves juste de ton fauteuil et d'un peu de tranquillité. Elle était recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous un plaid, en train de zapper sur une émission de faits divers qu'elle adore, celle où un pauvre type se fait assassiner par sa femme ou une liaison pourrie dégénère en catastrophe. J'ai toujours trouvé ça un peu drôle, à quel point elle était scotchée à ces histoires. Elle regardait une femme empoisonner lentement son mari pendant 1 an et elle faisait encore semblant d'être choquée à la fin. J'étais à mi-canette, déjà en train de penser à en reprendre une, quand elle a lâché ça. Sans prévenir. Sans préambule. Juste une petite phrase plate, comme si elle me disait qu'elle avait pris du lait au Franprix. Bon, vendredi je sors avec un mec du boulot. Voilà. Pas une hésitation. Pas une once de culpabilité dans la voix. Elle n'a même pas tourné la tête. Les yeux rivés sur l'écran, comme si ça ne valait même pas la peine de me regarder. Pour te planter le décor, on était mariés depuis 7 ans. Pas parfait, mais qu'il est. On avait nos petites routines, les courses du samedi chez Leclerc, les barbecues du dimanche, les engueulades sur ce qu'on allait regarder sur Canal+ ou Netflix. Elle avait toujours été un peu distante, mais je mettais ça sur le compte du stress au boulot, des hormones, n'importe quelle excuse qui me permettait de tenir. Mais là, ça cognait autrement. Je suis resté assis, à essayer de comprendre si j'avais bien entendu. Je l'ai regardée. Elle n'a pas scié. Elle se mordillait juste la lèvre inférieure, comme si elle attendait la pub. J'ai senti un truc glacé remonter le long de ma colonne, pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid. J'aurais pu exploser. Poser brutalement ma bière, hurler des trucs que j'aurais regrettés. Mais c'est pas mon genre. J'ai toujours cru qu'il valait mieux rester calme, surtout quand tout menace de partir en vrille. J'ai pris une grande inspiration. J'ai posé ma lèvre tout doucement. Puis j'ai dit, le plus naturellement possible. D'accord. Elle a enfin tourné la tête, les sourcils levés. Ça m'a presque fait rire. Comme si elle s'attendait à ce que je pleure, que je la supplie ou que je déclenche une scène. Je me suis calé dans mon fauteuil relax, j'ai tendu les jambes et j'ai ajouté. En fait, moi aussi j'ai un rencard vendredi. Là, elle a cligné des yeux. Pas énorme comme réaction, mais assez pour que je voie la minuscule fissure dans son assurance. Elle ne s'y attendait pas du tout. Sérieux, elle a dit, en essayant de paraître surprise sans trop en faire. Ouais, un pote de la salle. Petite précision, je ne mets jamais les pieds dans une salle de sport. Jamais. Le plus proche que je fasse, c'est tondre la pelouse ou rentrer du bois pour la cheminée. Mais hors de question de la laisser croire qu'elle avait l'avantage. Si elle testait les eaux, je voulais qu'elle sache que je savais nager aussi. Elle est retournée à son émission après ça, mais j'ai vu qu'elle avait arrêté de tripoter son plaid. Sa mâchoire s'est crispée un tout petit peu. Elle n'a plus rien dit, mais l'air dans le salon avait changé. J'ai fini ma bière, posé la canette vide sur la table basse et je suis allé au frigo comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il y avait une fissure. Pas une cassure. Pas encore. Juste une fissure assez profonde pour savoir que quelque chose clochait. Assez profonde pour savoir que je n'allais pas dormir tranquille cette nuit-là. Allongé dans le lit plus tard, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait lentement. Elle était tournée de son côté, dos à moi, respiration régulière comme si rien n'avait bougé. Je repassais tout en boucle dans ma tête. La façon dont elle l'avait dit. Sans culpabilité. Sans peur. Juste détaché. C'est ça qui restait coincé. Pas le rencard. Pas même l'idée d'un autre mec. C'était le fait qu'elle puisse me balancer un truc aussi grave comme si ça ne représentait rien. Comme si moi je ne représentais rien. Et c'est là, à cet instant précis, que j'ai décidé que je ne serais pas le con de l'histoire. Quel que soit le jeu qu'elle jouait, elle ne le jouerait pas toute seule. Le vendredi soir est arrivé, et j'ai fait genre toute la journée. J'ai grillé des merguez et des steaks pour le déjeuner, j'ai même tondu la pelouse comme n'importe quel autre samedi. Elle n'a pas beaucoup parlé, juste tourné dans la maison en fredonnant un air tout en tapotant son téléphone. Je n'ai pas demandé à qui elle écrivait.
pas besoin. Vers 17h30, elle a commencé à se préparer. J'étais sur la terrasse avec une bière fraîche, faisant semblant de ne pas faire attention. Mais je voyais tout. Absolument tout. Elle est restée plus longtemps que d'habitude sous la douche. Puis le maquillage le vrai, pas le truc rapide du boulot. Teint complet, eyeliner ultra précis, rouge à lèvres d'une teinte qu'elle n'avait pas mise depuis avant notre mariage. J'ai entendu les talons claquer sur le parquet. Elle s'est plantée dans l'encadrement de la porte une seconde, son petit sac à la main, comme si elle attendait un compliment. « Waouh, t'es canonne », j'ai dit. Elle a souri un sourire tendu, prudent. « C'est un endroit sympa. » Il a réservé. Puis elle s'est retournée. « Ne m'attends pas », elle a ajouté. « Je t'attendrai pas », j'ai répondu en me levant pour la raccompagner. Je lui ai fait la bise sur la joue comme si tout allait bien. Elle n'a même pas tressailli. Sa Clio a reculé dans l'allée. J'ai fait un petit signe de la main. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans le crépuscule. Puis je suis rentré, j'ai pris mes clés et je suis monté dans mon pick-up. Lucas était garé 2 rues plus loin dans son vieux Cherokee, moteur tournant, casquette vissée bas sur le front comme si on allait braquer une banque. En vrai, je détestais l'embarquer là-dedans, mais il avait insisté. Il m'avait dit qu'aucun mec ne devrait traverser ça seul. Et Lucas, c'était le genre de gars qui pensait vraiment ce qu'il disait. On n'a pas beaucoup parlé. Juste un signe de tête, et on a démarré. On l'a suivi dans les petites rues, en gardant assez de distance pour ne pas l'alerter. Elle ne roulait pas vite, elle n'avait même pas l'air nerveuse. Calme, tranquille, comme si elle l'avait déjà fait. Le centre-ville était animé, même pour un vendredi soir. Plein de couples dehors, des gens qui riaient, de la musique qui sortait des bars et des restos. Elle s'est garée devant un endroit qui s'appelait « l'Atelier », un petit resto branché avec de grandes vitrines et une lumière tamisée. Pas un troquet, pas non plus de la grande gastronomie. Juste assez chic pour faire sérieux. Elle est descendue lentement, a regardé son téléphone une dernière fois, puis a scruté autour d'elle. 1 minute plus tard, un mec est arrivé. Grand. Mince. Chemise trop cintrée. Le style cadre sup décontracté qui dit « Synergie », sans rougir et qui met du parfum à 120 € les 100 ml. Chemise bleu ciel. Mocassin andin. Le genre à faire une poignée de main molle. Ils se sont fait une accolade comme de vieux potes. Puis il l'a embrassée. Là, sur le trottoir. Pas un bisou rapide. Sa main est descendue dans le bas de son dos comme si c'était sa place naturelle. Elle lui a souri comme une ado. Lucas a marmonné un truc entre ses dents. Je n'ai rien répondu. J'avais la gorge pleine de gravier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé. Ils sont entrés, se sont installés à une table près de la vitre. On est resté dans le Cherokee de l'autre côté de la rue, feux éteints, moteur au ralenti. J'ai zoomé à travers le pare-brise et j'ai continué à filmer. Il riait. Se touchait la main. Ses jambes étaient tournées vers lui. Sa main à lui effleurait son bras plusieurs fois. Elle ne souriait pas juste, elle rayonnait. Le sourire qu'elle me faisait quand on sortait ensemble, avant les crédits, les factures et tout ce qui nous avait transformés en 2 étrangers sous le même toit. Environ 1 heure plus tard, ils se sont levés. Cette fois c'est elle qui a pris sa main. J'ai senti ma poitrine se serrer. On les a suivis de loin quand ils sont sortis du centre. Direction l'ouest, après les grands lotissements et les stations-service, jusqu'à un petit motel en bord de route où le genre qui a encore des clés et des distributeurs qui n'acceptent que des pièces. On s'est garé de l'autre côté de la rue, sous un lampadaire grillé qui grésillait plus qu'il n'éclairait. Lucas avait un thermos de café dans le vide-poche, le genre de jus de chaussette qui te tient éveillé jusqu'au lendemain. Il m'en a versé un peu dans le bouchon pendant que je fixais l'enseigne lumineuse du motel de l'autre côté du parking. Les pins argentés. Ça sonnait presque romantique si on ne savait pas ce qui se passait. De notre place, on voyait à peine l'accueil, juste un reflet de lumière de télé sur les stores. La chambre 12 était au premier étage, tout au bout. Pas de rideau tiré, mais les lumières étaient éteintes maintenant. Je n'avais pas besoin de voir ce qui se passait. Ce n'était pas le but. J'étais là pour la vérité. Une preuve. Des faits incontestables, pas des intuitions ou des doutes. Quelque chose que je pourrais montrer au tribunal, ou juste tenir dans mes mains quand elle essaierait encore de me mentir en face. Lucas est resté dans le Cherokee,
moteur coupé mais clé sur le contact au cas où. Il mâchonnait un cure-dent et surveillait la route comme s'il avait déjà fait ça 1000 fois. Il avait bossé dans la sécurité quand il était plus jeune, traversé 2-3 ruptures moches. Mais ce soir-là, il était silencieux et solide. Pas de question. Il me laissait faire ce que j'avais à faire. J'ai traversé le parking tranquillement. Pas de précipitation. Pas de raison d'attirer l'attention. Mes Timberland crissaient sur le gravier et les bouts d'asphalte fissurés. Le réceptionniste était pile ce que j'espérais, un gamin d'une vingtaine d'années, tête baissée, écouteurs enfoncés, à peine conscient de ce qui se passait autour. Un match de foot hurlait sur son ordi portable pendant qu'il scrollait sur son téléphone. J'ai poussé la porte et j'ai tapé doucement sur le chambranle pour qu'il lève les yeux. « Salut, mec », j'ai dit avec un sourire fatigué. Un petit service bizarre, je crois que mon chef est là. On devait se retrouver, mais il a oublié son portefeuille dans mon camion. Je me souviens plus du numéro de chambre. Il s'appelle Marc Lemaire. Grand, chemise bleu clair, il a dû arriver il y a moins d'une demi-heure. Le gamin a cligné plusieurs fois des yeux, a retiré un écouteur. Attendez. Il a feuilleté le registre papier, un vieux truc avec un gros stylo bille et une écriture penchée. Lemaire, ouais. Chambre 12. Entrée à 22h46. Il a repoussé le registre comme si j'étais déjà parti. Je lui ai fait un petit signe de tête, comme si j'allais sortir, puis j'ai fait mine de me souvenir d'un truc. En fait, j'ai ajouté en me penchant un peu, ça te dérange si je prends une photo rapide? Juste pour lui envoyer par texto et pas oublier. J'ai une mémoire de poisson rouge après 22 heures. Il a haussé les épaules. Vas-y. J'ai sorti mon téléphone, cadré vite fait, flash désactivé, son désactivé. Chambre 12. Horodatage. Et son écriture à elle, juste à côté au son prénom et son nom de famille. Clair comme une signature sur un aveu. Je l'ai remercié, j'ai fait un salut et je suis ressorti dans la nuit, le cœur qui battait fort mais régulier. Dehors, l'air était frais, pas froid d'hiver, mais ce petit froid vide du printemps qui te rentre dans les os quand tu te tiens seul sur un parking plein de secrets. J'ai marché lentement, en laissant le poids de ce que je venais de choper s'installer. Je ne suis pas allé à la chambre. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas tambouriné à la porte ni crié son prénom ni essayé de sortir le mec par le col. Ce n'était pas le plan. C'est très tentant de tout faire péter dans ces moments-là. De laisser la colère conduire. Mais la colère s'éteint vite. L'épreuve, elle, reste. Je voulais qu'elle se sente intouchable. En sécurité. Comme si elle avait tout le pouvoir. Comme si c'était juste une petite aventure sans conséquence dont elle pouvait sortir quand elle voulait. Je voulais qu'elle pense que j'avais tout gobé au son, j'ai un plan, du vendredi, le beau gosse pour qui elle s'était faite belle, les mensonges qu'elle m'avait servis sans trembler. Je voulais qu'elle se sente bien. À l'aise. Comme si le monde était de son côté. Parce que c'est ça qui rend la chute plus dure. Pas l'atterrissage. C'est le vide juste avant, quand tu crois que tout est parfait juste avant que tout s'effondre. De retour dans le Cherokee, Lucas m'a regardé, toujours en train de mâchouiller son cure-dent. Je suis monté, j'ai fermé la portière doucement. T'as ce qu'il te faut, il a demandé. Ouais, j'ai répondu en levant mon téléphone. Registre. Numéro de chambre. Heure. Son nom noir sur blanc. Il a hoché la tête, n'a rien dit pendant un moment. Puis il a démarré et on est sorti doucement, phares éteints jusqu'à la départementale. On a roulé en silence quelques rues, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et le grondement lointain d'un train de marchandises dans la nuit. Je regardais par la vitre, téléphone toujours en main, écran éclairé par cette unique photo. Ce minuscule bout de papier derrière une vitre mais qui disait tout. Ça me disait que je n'étais pas fou. Que tous ces petits drapeaux rouges que j'avais ignorés pendant des mois étaient bien réels. Les soirées tardives. Le nouveau parfum. Les petits rires sur des SMS qu'elle ne me montrait jamais. Tout menait ici. Chambre 12. Lucas a fini par rompre le silence. Tu vas lui dire que tu sais? Pas encore, j'ai répondu. Laisse-la se sentir en sécurité encore un peu. Parce qu'il y a un truc avec le silence qui fait plus peur que n'importe quel cri. Et moi, je ne faisais que commencer. Le samedi matin a commencé comme si de rien n'était. Le soleil passait à travers les volets en fines rayures jaunes,
attrapant la poussière qui dansait dans l'air. Les oiseaux piaillaient dehors comme chaque putain de matin, totalement inconscient que mon monde tournait à 2 doigts du vide. Elle était déjà dans la cuisine quand je suis descendu. Cheveux attachés. Le même sweat gris qu'elle mettait toujours après une soirée, un des miens en fait, de mes années de hand à la fac. J'ai toujours détesté qu'elle se l'approprie, mais je n'ai jamais rien dit. Drôle comme on laisse passer des trucs quand on veut juste la paix. Elle avait lancé la cafetière. Les tartines étaient dans le grille-pain. Notre vieux labrador, Brutus, ronflait sous la table comme si tout ça n'avait aucune importance. Peut-être qu'il était le plus chanceux. Les chiens ne se posent pas de questions. Ils aiment, c'est tout. Salut, elle a dit sans se retourner. Salut, j'ai répondu, aussi détendu. Je me suis assis à la table, en me frottant les yeux comme si je n'avais pas passé la nuit à fixer le plafond. Elle a versé 2 tasses et m'en a tendu une. La vapeur m'a monté au visage, mais ça ne m'a pas réchauffé comme d'habitude. J'ai bu quand même, j'ai laissé l'amertume traîner sur ma langue. Ça avait un goût de cendre. Elle s'est assise en face, jambes repliées sous elle, en scrollant sur son téléphone. Même rituel, jour différent. Mais tout avait changé. Je le savais. Elle non. Pas encore. Et j'aurais pu tout balancer là, à cet instant. Poser la photo sur la table, lui dire dans quelle chambre elle était, à quelle heure elle avait signé, ce que le réceptionniste avait dit. J'aurais pu hurler. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je me suis calé en arrière, j'ai pris ma tasse à 2 mains et j'ai dit. J'ai réfléchi. Elle a levé les yeux, sourcils arqués. Ah ouais. J'ai hoché la tête, très calme. Peut-être qu'on est trop traditionnel. Tu vois? Peut-être qu'il faudrait moderniser un peu. Changer la dynamique. Tester un truc nouveau. Elle a cligné plusieurs fois des yeux, pas sûre de comprendre où je voulais en venir. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai lâché. Ça te dirait qu'on ouvre le couple? Pendant une demi-seconde, elle s'est figée. Une fissure dans la porcelaine. Puis elle a éclaté de rire. Un vrai rire, surpris. Elle a posé sa tasse et secoué la tête. Waouh, elle a dit en souriant. Enfin. Tu deviens mature là-dessus. J'ai souri aussi. J'ai repris une gorgée, comme si je n'avais pas vu de mes propres yeux qu'elle venait de jeter 7 ans de promesses. Comme si je n'étais pas assis sur des preuves qui pouvaient pulvériser son monde en 2. Elle s'est penchée un peu, voix légère. Franchement, je pensais pas que tu y arriverais un jour. Mais, je suis fier de toi. Fier de moi. Comme si j'avais réussi un examen. J'ai repris du café, hoché la tête. Ça fait un moment que j'y pense. Ça me semble logique comme étape suivante, non? Elle a acquiescé avec enthousiasme. C'est sain. On n'est plus les mêmes qu'avant. On a évolué. Les gens évoluent. Je regardais son visage pendant qu'elle disait ça comme si elle pensait vraiment qu'on venait de faire une grande avancée philosophique. Comme si on allait entamer un chapitre courageux et libre de notre vie d'adulte. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans un piège. C'était son erreur. J'avais envie de hurler. De lui balancer toutes les insultes possibles. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé les mains autour de ma tasse comme si c'était la seule chose qui me tenait encore debout. Elle avait l'air tellement fière d'elle. Presque arrogante. Comme si elle était la courageuse qui avait assumé, alors qu'elle n'avait rien avoué du tout. Elle avait juste supposé que j'étais d'accord. Que je voulais la même chose qu'elle. Que je lui donnais la permission de quelque chose qu'elle s'était déjà autorisée. C'est étrange de regarder la personne que tu aimes te sourire en face pendant qu'elle te ment. Pas juste mentir mais croire tellement fort à son propre mensonge qu'elle pense te rendre service. Elle s'est levée pour beurrer ses tartines. Elle fredonnait doucement. Le même petit air qu'elle fredonne quand elle est de bonne humeur. J'ai fixé l'arrière de sa tête, la façon dont ses cheveux bouclaient légèrement aux pointes, et tout ce à quoi je pensais, c'était l'odeur d'un autre parfum d'homme quand elle était rentrée la veille au soir. T'as déjà quelqu'un en vue? J'ai demandé d'un coup, juste pour sonder. Pas accusateur. Juste curieux. Elle s'est figée. Une seconde. Bah, y a quelqu'un avec qui je discute, elle a dit lentement. Mais on n'a pas, rien de sérieux, tu vois. J'ai hoché la tête, les yeux rivés sur le bord de ma tasse. Cool.
Moi aussi je parle à quelqu'un. Elle a encore souri. Tu vois? On est des adultes. J'ai souri aussi. Mais pas le même sourire. Le mien était fin. Froid. Vide. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose, elle me prenait pour un faible. Elle pensait que je la rattrapais alors qu'en réalité j'étais déjà loin devant. Elle pensait que je lui offrais ce qu'elle voulait alors qu'en vrai, je lui tendais juste de la corde. Et la corde, ça sert à deux choses. Soit à rapprocher quelqu'un. Soit à le pendre. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse et je l'ai mise sur l'égouttoir. Bon, j'ai dit, à de nouveaux départs. Elle a cogné sa tartine contre sa tasse comme si c'était une coupe de champagne. À l'intérieur, j'étais en feu. Mais dehors? J'étais de glace. Le lundi matin, je suis passé devant le boulot et j'ai continué ma route. J'avais déjà prévenu que j'avais rendez-vous chez le médecin, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Ce dont j'avais besoin, c'était un diagnostic et une ordonnance pour mettre fin à tout ça sans que ça me pète à la figure. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un très bon avocat. Le cabinet était un petit immeuble en briques coincé entre un café et un institut de manucure, le genre d'endroit qui existe depuis toujours, avec un vieux bureau en chêne et des diplômes encadrés un peu de travers au mur. La secrétaire m'a proposé un café tiède dans un gobelet en polystyrène, je l'ai pris sans réfléchir. J'avais la bouche sèche de toute façon. L'avocate s'appelait Caroline Garnier. Milieu de la cinquantaine. Regard perçant derrière des petites lunettes. Elle avait cette façon d'écouter qui te donnait l'impression que rien de ce que tu pouvais dire ne la surprendrait. Comme si elle avait entendu toutes les variantes du chagrin d'amour 100 fois et qu'elle attendait juste de voir où le mien allait se ranger sur l'étagère. Je veux lancer une procédure de divorce, je lui ai dit, net et sans émotion. Elle s'est calée en arrière, a hoché la tête. On va reprendre depuis le début. Alors j'ai tout raconté au le soi-disant rencard du vendredi, le motel, le registre, le petit rire complice autour du café le lendemain matin. Je lui ai montré les photos, les vidéos, les captures d'écran. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste donné les faits, comme si je construisais une maison avec des parpaings et des clous. Elle a feuilleté les preuves une par une, comme si elle vérifiait des plans d'architecte. Vous avez largement de quoi avancer, elle a dit enfin en posant la pile. Et si vous êtes malin, vous pouvez tout garder tel quel. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. En sortant de son cabinet, la machine était lancée. D'abord, j'ai ouvert un compte courant à mon nom seul. Pas à la même banque qu'on utilisait ensemble, j'ai pris une caisse d'épargne de l'autre côté de la ville. J'ai fait rediriger mon salaire dessus dès le mois suivant. J'ai résilié la carte bleue commune l'après-midi même. Pas bloqué. Résilié. Je ne voulais plus voir de dîner ou de chambre d'hôtel apparaître sur une facture que je devrais justifier. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais, chaque ticket de caisse D, soirée boulot, du vendredi, chaque mail que j'avais gardé depuis des années qui sentait le roussi. J'ai épluché les anciennes factures de téléphone, repéré les appels tardifs qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais. J'ai même retrouvé l'ancienne carte de Saint-Valentin qu'elle m'avait donnée il y a 3 ans, le soir où elle était soi-disant malade. Drôle comme l'écriture était exactement la même que sur le registre du motel. Le soir, je faisais semblant d'être normal. Je sortais les poubelles. Je faisais à manger. Je pliais le linge avec le match en fond. J'ai même fait un détour par le fleuriste un soir et je suis rentré avec un bouquet de tournesol au ses préférés. Elle a eu l'air surprise, presque coupable. Mais j'ai juste souri et dit, je me suis dit que tu méritais un petit truc sympa. Elle s'est blottie contre moi comme si j'étais le meilleur mari du monde. Pendant ce temps, elle continuait ses sorties, tous les 3-4 jours. Elle le disait avec le même ton faussement détaché, comme si ça ne signifiait rien. Ne m'attends pas, elle lançait joyeusement. Et je ne l'attendais pas. Parce que 10 minutes plus tard, Lucas et moi étions déjà dans la voiture. Lucas s'était révélé bien plus qu'un simple copilote. Il tenait des comptes rendus. Vraiment précis. Date, heure, lieu, marque et immatriculation de la voiture du mec. On se relayait pour les photos sous différents angles, on ne ratait jamais une occasion. Un soir, Lucas est même entré dans le resto où il dînait en se faisant passer pour un client. Il s'est mis 3 tables plus loin et a enregistré l'audio. Juste des banalités, mais assez pour confirmer les prénoms et les intentions. Elle ne faisait même plus attention. À la maison,
j'ai vidé le coffre-fort du placard au passeport, acte de propriété, contrat d'assurance. Je les ai planqués dans une boîte ignifugée dans le coffre à outils de mon pick-up. J'ai commencé à scanner des copies, à les stocker dans un dossier protégé par mot de passe sur un disque dur externe. Rien de sophistiqué. Juste malin. Juste discret. Le plus dingue, c'était à quel point c'était facile de jouer l'idiot. Chaque fois qu'elle rentrait, je l'accueillais avec le même petit signe de tête, le même « Salut chérie », usé depuis des années. Elle pensait que je me faisais à l'idée. Que je m'adaptais à notre nouvelle ouverture. Elle ignorait que je consignais chaque geste comme un mec qui monte un dossier. Elle ignorait que j'étais déjà sorti ou je n'avais juste pas encore claqué la porte derrière moi. Elle jouait aux dames. Moi je jouais aux échecs. Et aux échecs, le roi n'a pas besoin de beaucoup bouger. Il suffit d'attendre que la reine se mette sur la mauvaise case. Et elle l'avait fait. Encore et encore. En souriant tout le temps. En pensant qu'elle était à l'abri. En pensant que j'étais trop mou, trop lent, trop lâche pour riposter. Mais je ne ripostais pas. Je construisais. Et je ne lèverais pas le petit doigt tant que tout ne serait pas en place. 3 semaines après mon rendez-vous chez l'avocate, tout était prêt. Papier bouclé. Compte séparé. Preuves dupliquées et archivées au papier et numérique. Caroline avait revu chaque page avec moi, ligne par ligne. Pas de surprise, pas de faille. Je savais exactement où je mettais les pieds, et surtout, je savais exactement de quoi je m'éloignais. C'était un jeudi. J'avais fait une journée complète au boulot au déchargement du camion, reprise d'enduit, réparation d'une prise qui avait pété sur un chantier vers la rocade ouest. Journée normale. Sueur, bruit, boulot honnête. Mes mains sentaient encore la sueur et le fil électrique quand je suis rentré. Elle était là, bien sûr. Sur le canapé. Toujours au même endroit. Jambes repliées sous elle, plaid sur les genoux, téléphone dans une main, télécommande dans l'autre. Une émission de télé-réalité braillait à la télé. Des gens qui s'engueulaient, qui balançaient des verres. Musique de fond parfaite pour le moment. Je suis entré, boîte à outils dans une main, enveloppe craft dans l'autre. Elle n'était pas lourde, mais elle aurait aussi bien pu être en plomb. Toutes ces semaines, toute cette comédie, se résumait aux quelques pages à l'intérieur. Elle a à peine levé les yeux. Salut, elle a dit. Bonne journée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis passé devant elle, chaussures encore aux pieds, et j'ai posé l'enveloppe pile au milieu de la table basse. Je suis resté debout une seconde au-dessus, à la fixer comme si je posais un flingue chargé entre nous. C'est laquelle a enfin levé la tête, un sourcil haussé. C'est quoi ça, elle a demandé. Les papiers de divorce, j'ai répondu. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai rien balancé. Juste dit ça comme si je donnais l'heure ou que je lisais la liste des courses. Elle a cligné des yeux. Elle a ri. Vraiment ri. Attends, quoi? J'arrête, Camille. Son rire s'est éteint doucement, tremblant. Tu déconnes. Non. Mais je croyais qu'on était d'accord. Je l'ai coupé. On n'a jamais été d'accord sur rien. Toi tu étais d'accord toute seule. Moi j'ai juste regardé le film jusqu'au bout. Elle avait l'air de s'être pris une poêle en pleine figure. Mais, on en a parlé, elle a dit, les yeux qui s'affolaient, les lèvres qui tremblaient entre le rire et la colère. Tu as dit que tu étais OK avec. Non, j'ai fait en secouant la tête. Tu as décidé que j'étais OK. C'est pas pareil. Elle s'est redressée sur le canapé, comme si elle réalisait enfin que je ne bluffais pas, tu peux pas décider ça comme ça. Je n'ai pas décidé comme ça, j'ai répondu. J'ai décidé le soir où tu as pris la chambre 12. 22h46. Le mec s'appelait Marc. Il roulait en Lexus grise. Tu portais le chemisier rouge. Celui que tu disais qui ne t'allait plus. Son visage s'est vidé d'un coup, comme si on avait tiré la prise. J'ai laissé le silence s'installer. Le laisser remplir toute la pièce jusqu'à ce qu'elle n'entende plus que ça. J'ai des photos. Des vidéos. Le registre. Des conversations enregistrées. Horodatées. Des témoins. Je t'ai laissé creuser ton trou bien profond. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Tu croyais vraiment que j'étais con? J'ai dit.
Que j'allais rester là à jouer le mari qui voit rien pendant que tu te baladais comme une lycéenne sans couvre-feu. J'ai pas voulu, elle a commencé. T'as voulu chaque seconde de ça, j'ai répliqué. Puis je me suis repris. J'ai respiré. Pas de cri. Plus la peine maintenant. T'as juste pas pensé que j'aurais le cran de partir. Elle s'est levée, bras croisés, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Et maintenant? Tu te prends pour un héros? Je cherche pas à être quoi que ce soit, j'ai dit. Je veux juste sortir de là. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, sans rien perdre? En fait, j'ai répondu en sortant un autre dossier de mon sac et en le posant à côté de l'enveloppe, je sais que oui. Elle n'y a pas touché. Elle le fixait comme s'il allait la mordre. Tout est partagé équitablement. Tu gardes ta voiture. Pas de pension. Pas de droit sur ma retraite. J'ai les documents, l'avocate, les preuves. Si tu veux te battre, je te retrouve au tribunal avec 3 clés USB et 2 témoins. Ou tu signes, et c'est fini. Ses mains tremblaient. Elle avait l'air de vouloir pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Sans doute parce qu'elle n'avait pas encore compris que ce n'était pas une négociation. Ce n'était plus son monde. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris une bouteille d'eau, et je me suis appuyé contre le plan de travail. À la regarder. À attendre. Pourquoi tu m'as rien dit? Elle a fini par murmurer, la voix toute petite, comme si ça comptait maintenant. Pourquoi tout ce cinéma? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu. Parce que je voulais que tu te sentes en sécurité. Que tu penses que t'avais tout sous contrôle. Que tu te sentes à l'aise. Tu t'es installé. Moi je me suis tu. C'est comme ça qu'on rate le train qui arrive. Elle s'est rassise lentement, jambes repliées sous elle comme quand on regardait des films sur ce même canapé. Mais c'était une autre époque. D'autres gens. J'ai jamais pensé que tu irais jusqu'au bout. Ouais, j'ai dit. Je sais. Puis je suis sorti de la pièce. Je l'ai laissé là avec son émission, son plaid, et cette enveloppe Kraft qui la fixait droit dans les yeux. Les 3 dernières semaines, j'avais joué le rôle. Sourire. Dîner. Ça va ta journée? Mais maintenant? Maintenant le rideau était tombé. Et le spectacle était terminé. Quand le jour de l'audience est arrivé, j'avais déjà lâché le mariage dans mon cœur depuis longtemps. Cette partie-là était morte le jour où elle avait choisi les mains d'un inconnu plutôt que la confiance de son mari. Le tribunal, c'était juste la paperasse qui rattrapait la réalité. Elle est arrivée en avance, habillée comme pour un gala de charité. Cheveux impeccables. Maquillage parfait. Tailleur bleu marine qui semblait coûter plus cher que tout ce qu'elle avait acheté pendant notre mariage. Et juste à côté d'elle, son avocat aux cheveux gominés, chaussures vernies, qui parlait comme s'il passait une audition pour une série judiciaire. Il m'a fait un petit signe de tête quand je suis entré. Pas amical. Plutôt comme 2 boxeurs qui se tapent les gants avant le combat. Moi je n'avais pas de costume. Juste une chemise bleu marine propre, celle que je mets pour les repas de famille le dimanche et mes belles Timberland, celle que je garde pour les mariages et les enterrements. Là, c'était un peu des deux. Caroline était déjà là. Calme, posée, en train de boire dans une gourde réutilisable, lunettes de lecture sur le nez. Elle m'a regardé et m'a fait le plus discret des signes de tête, juste assez pour dire « on gère ». On s'est installé à notre table. La salle d'audience était silencieuse, juste l'écho des pas sur le parquet ciré et le froissement discret des dossiers. La juge, une femme d'une 60aine d'années avec un chignon gris et une mâchoire carrée, est entrée et s'est assise. Pas de sourire. Pas de temps perdu. L'avocat de Camille a commencé. Fluide. Sûr de lui. Comme s'il avait répété pendant des semaines. Madame la juge, ma cliente demande une division équitable des biens, y compris la résidence principale, une prestation compensatoire et un accès partiel à la retraite constituée pendant le mariage. Il a continué sur le train de vie, les contributions, les sacrifices, le niveau de vie. Je décrochais. Je connaissais le script par cœur. Il l'a peignée en épouse dévouée, abandonnée du jour au lendemain par un mari qui, s'était soudain refroidi. Il n'avait aucune idée. Caroline ne l'a pas interrompu. N'a pas bronché. Elle l'a laissé étaler ses arguments comme du linge propre sur un fil par grand vent. Quand notre tour est arrivé, Caroline s'est levée, a marché calmement jusqu'au bureau de la juge et a posé un gros dossier bien étiqueté.
Tout était classé, onglet, trié. Elle n'a pas haussé la voix ni fait les 100 pas. Elle a parlé lentement. Précisément. Madame la juge, voici la preuve d'une infidélité volontaire et répétée de la part de la requérante, étayée par des éléments visuels, sonores et écrits. Photos horodatées, registre d'hôtel, vidéo, témoignage d'un témoin recevable. La juge n'a pas scié. Elle a ouvert le dossier et a commencé à tourner les pages. La salle semblait plus petite d'un coup. Plus étouffante. Comme si l'air avait été aspiré. De l'autre côté, j'ai regardé le visage de Camille. Elle avait commencé la matinée pleine d'assurance. Mais à chaque photo que la juge tournait, cette assurance se fissurait. La fiche du registre. Son nom, clair et net. Chambre 12. Une vidéo horodatée d'elle entrant dans la chambre, main dans le dos du mec. Des photos de la Lexus grise garée devant, toujours la même immatriculation. Des tickets de resto qu'elle jurait être des soirées entre copines. La voix de son avocat, si assurée au début, s'est mise à bégayer. Il a essayé d'objecter sur la vidéo, mais la juge l'a coupé net. Horodatée, pertinente et obtenue légalement, a rappelé Caroline, toujours aussi calme. La juge a refermé le dossier après ce qui m'a semblé une éternité. Elle a regardé Camille comme si elle lisait dans son âme. Puis elle s'est tournée vers Caroline. Y a-t-il un contrat de mariage? Non, madame la juge. Mais il n'y a pas eu de communauté sur les retraites, et tous les biens communs sont recensés et documentés correctement. Et la maison? Au nom de mon client. Acquise avant le mariage. Le titre n'a jamais été modifié. La juge a hoché lentement la tête. Puis elle s'est tournée vers Camille. Madame R, au vu des preuves accablantes présentées, et conformément au droit applicable en matière de divorce pour faute, je donne raison au défendeur. Camille a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. La juge a continué. Pas de prestations compensatoires. La maison reste sa propriété. Les droits à la retraite restent intacts. Aucun partage des biens. Vous devrez quitter les lieux sous 30 jours. Le marteau est tombé une fois. Sec. Propre. Définitif. Je n'ai pas souri. Pas serré le poing ni regardé dans sa direction. J'ai juste expiré. Pas du soulagement, juste une libération. Comme si je lâchais un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Camille ne m'a pas regardé quand je me suis levé. Ses yeux étaient fixés sur le dossier. L'épreuve. Son visage était blême, ses lèvres pincées jusqu'à en être blanches. Son avocat marmonnait des trucs sur les appels et la procédure, mais c'était du bruit de fond. Il lui avait vendu la lune et il ne lui restait que des néons et des bancs en bois froid. Dehors, devant le palais, Caroline s'est tournée vers moi. Tu t'en es bien sorti. J'ai pas dit un mot. Parfois c'est la chose la plus forte qu'on puisse faire. Elle m'a serré la main, ferme et assurée. En marchant vers mon pick-up, l'air sentait différent. Pas forcément plus propre, mais plus net. Comme après l'orage, quand tout est encore humide, encore en bordel mais au moins les nuages sont partis. Et moi? J'étais libre. 6 mois ont passé plus vite que je ne l'aurais cru. C'est bizarre comme le temps s'étire quand tu es coincé au milieu d'un truc, mais une fois que tu en sors, tout devient flou. Comme si ça n'avait jamais vraiment été à toi. J'ai quitté la vieille maison une semaine après le jugement. Je n'ai même pas fait un dernier tour. J'ai posé les clés sur le plan de travail et j'ai pris seulement ce qui comptait, mes outils, mes bouquins, mon pick-up, et une tasse à café à moitié pleine qui traînait sur ma table de nuit depuis trop longtemps. La maison semblait vide avant même qu'elle parte. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, on aurait dit une remise plutôt qu'une maison. Léa m'a aidé à porter les derniers cartons jusqu'à mon nouveau chez-moi. Une petite maison tranquille avec une grande terrasse et un jardin qui descend vers un bout de forêt. Paisible. Le genre d'endroit où les oiseaux parlent plus que les gens. Je n'avais jamais réalisé à quel point on trimballait du bruit avec nous, même dans le silence, avant de retrouver le vrai calme. Léa était dans ma vie depuis des années, toujours un bureau plus loin, une conversation à portée. Elle n'a jamais fouiné, jamais forcé, juste posé un sourire gentil et un « ça va toi » pile quand il fallait. Pendant les pires moments quand les mensonges étaient épais et les nuits interminables où elle continuait de venir. Pas par pitié. Juste par bonté. Et j'ai remarqué. Elle m'a aidé avec les papiers quand ma tête ne suivait plus.
Elle s'est assise avec moi à la pause déjeuner quand je voulais pas manger seul. Elle m'a donné des conseils sans jamais me faire sentir cassé. Léa était solide. Simple. Le genre de femme qui n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour briller. Un soir, quelques mois après que la poussière soit retombée, on était sur ma terrasse à regarder le vent secouer les branches. Je l'ai regardée, et elle souriait dans sa tasse de café comme s'il n'y avait nulle part ailleurs où elle voulait être. J'ai su à cet instant. On n'a pas précipité les choses. Pas besoin de feux d'artifice ou de grandes déclarations. Juste deux personnes qui avaient traversé leur tempête et qui trouvaient enfin un abri. On a fait une petite cérémonie au bord du lac cet automne-là. Juste la famille, quelques amis proches, et Lucas au planté à côté de moi dans sa plus belle chemise à carreaux et ses bottes les plus propres. Il a fait une blague dans son discours en disant qu'il était content que j'ai choisi Léa et pas lui. Les gens ont ri. Je crois que moi aussi, même si j'étais trop occupé à la regarder dans sa robe, pieds nus sur le ponton, le soleil qui dansait sur l'eau derrière elle. On n'a pas pris de photographe pro. La nièce de Lucas a fait les photos avec son Nikon, et elles étaient 1000 fois mieux que tout ce qu'on aurait pu payer. L'une d'elles, moi qui tiens sa main pendant qu'elle rit, les cheveux dans le vent, est devenue ma photo de profil. J'en ai posté quelques-unes sur Facebook ce soir-là. Rien d'ostentatoire. Juste un message, nouveau départ. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré. Demande de message. Un prénom que je n'avais pas vu depuis longtemps. Camille. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Mais la curiosité a gagné. Le message était court. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Tu me manques. J'ai fixé l'écran, en repensant à toutes les nuits où j'aurais voulu qu'elle dise ces mots quand ça aurait encore eu du sens. 1 minute plus tard, un message vocal est arrivé. Je l'ai écouté. Elle pleurait. De vraies larmes, à entendre sa voix. Elle disait qu'elle était désolée. Qu'elle avait fait des erreurs. Qu'elle n'avait jamais cru que j'irais jusqu'au bout. Je pensais que tu m'aimais encore, elle a murmuré vers la fin. T'étais toujours tellement patient. Je croyais qu'on avait le temps. C'est ça qui m'a touché. Pas les excuses. Pas les regrets. Mais la supposition. Elle pensait que j'allais attendre. Que j'allais plier. Que j'allais rester indéfiniment dans la salle d'attente de ses hésitations. Mais je n'étais plus cet homme-là. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message. Bloqué le numéro. Les nouvelles circulent vite, surtout dans une ville moyenne. Le mec pour qui elle m'avait quitté? Il l'a largué 1 semaine après le jugement. Apparemment il avait signé que pour le frisson. Quand l'excitation est retombée, lui aussi. Son entreprise a eu vent de toute l'histoire, le motel, le témoignage au tribunal, le scandale qui est remonté jusqu'au RH. Son image pro n'a pas survécu. Ils l'ont laissé partir en douceur, mais tout le monde savait pourquoi. Dernière nouvelle, elle est retournée vivre chez ses parents, dans leur pavillon en briques de la rue des Lilas. Je suis passé devant une fois en allant chez le roi Merlin. Les lumières étaient allumées, rideaux tirés. Je ne l'ai pas vu, mais je sentais cette tristesse planer dans l'air comme du brouillard. Le genre qu'on n'essuie pas, qu'on subit. Mais moi? J'allais bien. J'avais une femme bien à mes côtés. Une maison pleine de rire. J'ai même récupéré Brutus chez mon cousin où il dort maintenant devant la cheminée comme un roi. On se balade le matin, on regarde les étoiles le soir. Léa fait des tartes aux pommes maison, et je lui promets toujours que je vais réparer la porte de derrière qui grince. On vit doucement. Vraiment. Et la plupart des jours? Je ne pense plus du tout à Camille. C'est le prix de la trahison. Et elle l'a payé intégralement. Partagez votre opinion dans les commentaires, pensez-vous que les mariages libres peuvent vraiment fonctionner, ou s'agit-il toujours d'une bombe à retardement? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».